Bon, ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? On est en 2008, je suis encore un jeune adolescent en pleine crise qui habite dans la maison de ses parents en pleine campagne perdue. Entendez par là qu'on entend plus le bruit des grillons ou des chiens aboyer toute la nuit plutôt que des voitures ou des mecs bourrés en ville. Et un soir de pleine lune, je décide de lancer le premier opus de The Strangers sur une vieille télévision cathodique. Ça m'avait complètement terrifié. Ce côté où l'on t'observe, sans ton consentement, que quelqu'un se cache derrière toi sans que tu ne le saches, jusqu'à carrément te faire violence. Ouais, quand t'es plus en sécurité chez toi, dans ton cocon personnel, c'est encore quelque chose qui me terrifie. Et c'est exactement ce type de peur que nous retrouvons dans notre film du jour, The Strangers, chapitre 1. Nous y suivons un jeune couple amoureux, traversant les États-Unis en voiture, en quête d'un nouveau départ, quelque chose qui bouleversera le cours de leur existence, et ils ne vont pas être déçus puisqu'ils vont tomber en panne dans l'Oregon, un état du pays où règne seulement la campagne, et où il n'y a personne. Personne à l'exception d'inconnus qui portent des masques et qui tentent de vous tuer. Les inconnus les observent au loin, se dissimulent derrière eux, sans que notre couple le sache, jusqu'à ce que la violence aboutisse. Vous l'aurez compris, c'est le début d'une nuit de terreur. Pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Parce que vous êtes là. Et c'est là que vous allez me dire, mais c'est comme le premier film, parce qu'on a un couple, on a des intrus qui tentent de pénétrer dans une espèce de vieille maison un peu isolée dans une forêt un brin étrange, y a pas grand chose qui change, et vous avez totalement raison. Mais malgré ce côté un peu répétitif, du fait que le film ressemble énormément au premier opus de la saga The Strangers, y a quelque chose qui a, de mon côté en tout cas, complètement changé la donne, c'est la salle de cinéma. Parce que le premier film de The Strangers, je l'ai découvert comment? Je l'ai découvert sur une vieille télévision cathodique comme je vous l'expliquais au tout début de la vidéo. Je l'ai découvert chez moi dans une qualité vraiment pas très confortable pour les yeux, ça faisait extrêmement mal, pas très confortable pour les yeux, j'adore cette phrase. Ce que je veux dire par là, c'est que sur ma vieille télévision, je me suis enculé la rétine, et déjà qu'on a un film qui est extrêmement sombre en termes de luminosité, en termes de contraste, et où tout n'est pas vraiment éclairé de la meilleure des façons possibles, c'était pas des conditions idéales pour découvrir le film. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça aurait changé si j'avais découvert ce film en salle, parce que déjà que j'ai eu peur sur ma vieille télé, mais imaginez si j'avais découvert en salle, et je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question, je me serais explosé les fesses de peur, j'aurais été terrifié, ça aurait rendu l'expérience bien plus forte, bien plus puissante et bien plus impactante dans mon esprit. Ce qui fait que je me suis toujours posé cette question et j'ai toujours eu cette forme de déception par rapport à la saga. Et je pense qu'on est beaucoup à n'avoir jamais découvert un seul des opus en salle. Et donc même si ce chapitre 1, qui vient tout juste de sortir, peut paraître un peu redondant et peut paraître un peu trop s'inspirer du premier film, y a ce côté que n'auront jamais les anciens opus de la saga, c'est la découverte en salle. Et pour une fois, je vais vous dire quelque chose de très important que je n'ai pas l'habitude de dire parce que en ce moment c'est un peu tout le débat qui est actuel et je trouve ça un peu difficile de dire mais allez soutenir les salles alors qu'on galère un peu tous en termes d'argent et que c'est pas facile de payer 14-15 balles la place de cinéma, vous l'avez compris. Mais pour une fois, je vais vous le dire, si vous devez découvrir ce chapitre 1, la meilleure des façons possibles, c'est de le découvrir en salle. C'est tellement plus puissant, tellement plus impactant, parce que au moment où les étrangers se dissimulent et que les personnages principaux n'en ont pas conscience, nous les spectateurs, on les voit véritablement, on voit comment sont harmonisés les plans, on voit où ils se dissimulent, ce qui crée une espèce de tension et une espèce de barrière entre nous et les personnages. Les spectateurs, là, on est vraiment dans nos sièges de cinéma, on a envie de plonger dans l'écran, on a envie de dire aux personnages, mais retourne-toi, il y a quelqu'un qui te regarde, il y a quelqu'un qui t'observe. Et c'est bien plus qu'une volonté de prévenir les personnages, c'est en termes d'immersion, c'est absolument incroyable, parce qu'il n'y a pas seulement les scènes où les intrus se dissimulent comme Michael Myers, il y a aussi toutes ces scènes là où il va y avoir de la tension, où il va falloir se cacher pendant que les intrus les cherchent, et donc là avec la salle de cinéma, avec les systèmes sonores, etc., ça rend l'expérience tellement immersive que j'en ai oublié le premier film. Le premier film est meilleur en tout point, et même The Strangers Prey at Night est sûrement en termes de qualité bien plus impactant que ce chapitre 1. Mais comme je ne les ai jamais découverts en salle, là ce chapitre 1 il me paraît inédit en termes de sensations, parce que là j'ai vraiment ressenti ce que voulait me faire ressentir le réalisateur. Cette phrase est pas très belle, il y a trop de répétitions là. Ce que je veux dire c'est que j'ai été immergé, et donc en termes de sensations, quand bien même ça ressemblait énormément au premier film de la saga, c'était des sensations nouvelles, en tout cas de mon côté, et encore une fois, le fait de le voir en salle, ça a changé la donne, parce que je pense sincèrement que si j'avais découvert ce chapitre 1 chez moi, dans le confort de mon canapé avec ma petite télévision 4K, on a beau avoir les meilleurs systèmes sonores, des home cinéma, une qualité avec une télévision avec une qualité absolument remarquable, de l'OLED, de l'HDR, etc. Quand bien même,
Là d'être en salle, avec en plus j'ai eu la chance d'avoir une salle qui était plutôt calme, c'est-à-dire que pour une fois j'ai pas eu de kékés des plages qui faisaient les cons, bah ça a rendu l'expérience tellement immersive que ça a créé un souvenir un peu indélébile dans ma mémoire. Ce qui fait que même si c'est pas le meilleur film d'horreur de l'année, évidemment, et je pense que personne n'avait ce type d'attente, bah quand il faudra faire le top le 31 décembre 2024, je me souviendrai des sensations, parce que là c'est vraiment des sensations nouvelles et ça fait du bien. J'ai vraiment eu ce sentiment de grand spectacle qu'il fallait voir en salle sous peine de gâcher totalement l'expérience. Je pense qu'on va être beaucoup un peu dans ce cas-là, parce que j'étais avec des amis et mes amis m'ont dit exactement la même chose, ils m'ont dit j'ai jamais vu un seul opus de la saga The Stranger en salle, et là de le voir en salle il y avait une atmosphère, il y avait une ambiance, et on comprenait tout le principe de la peur qu'essayait de faire le film en salle. C'est vraiment une expérience de cinéma. Et du coup ça m'a rappelé un peu les anciens films, la manière dont je les avais découverts, ça m'a rappelé des sensations que j'avais eues en termes de peur aussi, et même si à ce côté répétitif, on sent que pour beaucoup d'entre nous ça va être quelque chose d'inédit par rapport à ces nouvelles sensations qui sont permises encore une fois par les séances de cinéma. Et puis même au-delà des sensations, de l'immersion, c'est aussi le fait qu'on est beaucoup plus attaché à nos personnages parce que c'est beaucoup plus impactant ce qui se passe, et il y a beaucoup de scènes qui vont être extrêmement violentes parce que oui ça s'inspire du premier film en termes de ce côté un peu partie de cache-cache, le fait de se dissimuler, de voir les étrangers qui se cachent pendant que les personnages n'en ont pas conscience. Mais il y a aussi cette frénésie dans l'action qui n'aurait pas rendu pareil si j'étais sur Netflix ou si j'étais en train de regarder un film téléchargé, ce que je fais énormément, vous le savez. Et c'est là où l'on se dirige sur un autre point qui est pour moi très important, et on en a un tout petit peu parlé, c'est que oui, d'accord, l'ambiance rappelle énormément celle du premier film de 2008, mais en termes du dynamisme, de certaines séquences, du gore, de la violence, on est clairement plus proche du deuxième opus, c'est-à-dire de Prey at Night. Pour ceux qui ne le savent pas, The Strangers Prey at Night était un film radicalement différent de l'original. Les intrus étaient plus bourrins, ils se dissimulaient moins, il y avait une frénésie dans les scènes d'action, ou même dans la violence, il y avait même carrément une scène avec une voiture enflammée qui coursait l'héroïne du film. Je sais pas si on se rend compte, mais entre deux films, on passe de ça à ça. C'est une folie furieuse, une brutalité que l'on retrouve dans ce chapitre 1, qui n'a pas peur d'aller extrêmement loin dans ses séquences d'action, qui n'a pas peur de même d'être parfois un peu brutal. Alors c'est pas le festival du gore, c'est pas le festival de la violence physique et des coups qui vont être mis, ok c'est jouissif, y a aucun souci, mais ça va pas non plus extrêmement loin, mais c'est largement suffisant pour garder un peu et pour conserver ce côté classieux, parce que The Stranger c'est pas non plus du gore, il y a un côté un peu élégant dans l'horreur, et évidemment ce chapitre 1 a totalement compris l'esprit de la saga, et c'est pour le meilleur des mondes. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'on reprend l'esprit du premier film qui était vraiment ce côté très ambiance, ce côté très atmosphérique où il se passe pas grand chose. Et c'est vrai que le premier il a pris un petit coup de vieux, d'accord c'est le film le plus culte, mais on peut pas le nier, c'est que dans ces scènes d'action, en termes de mise en scène c'est pas terrible, on n'est pas vraiment impliqué quand il y a quelque chose qui dérape, quand il y a des séquences où ils se font attaquer. Je trouve qu'en termes d'immersion c'était vraiment les scènes d'action qui manquaient un peu de punch, et vu comment le cinéma a également évolué en termes de mise en scène et tout, il fallait nécessairement remanier la mise en scène et tenter de moderniser les séquences d'action, et c'est ce que fait ce chapitre 1, il modernise la violence, il modernise les séquences d'action, ce qui fait que tout d'un coup on est dans un film d'horreur très atmosphérique, encore une fois très Carpenter, où on joue avec l'obscurité, on joue avec les lumières, etc. Et on est dans ces séquences atmosphériques où il se passe pas grand chose, et tout d'un coup ça dérape. Et à partir du moment où ça dérape, on passe dans, un peu comme pouvait l'être Halloween Kills, qui était un film d'action d'horreur. Pour moi, Halloween Kills c'est un film d'action horrifique, c'est ça que je disais sur mes critiques, etc. Et bah, The Strangers chapitre 1, c'est à peu près la même chose, ça s'inspire un peu de ce même modèle, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'horreur, parce qu'on a l'atmosphère qui va rajouter une couche, mais par contre, dès que ça dérape, dès que ça part dans l'action, on est dans de l'action pure et dure. Et ça c'est cool d'avoir ce mélange entre horreur et action, je trouve que c'est vraiment le meilleur des mondes et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. On a aussi un film qui est un peu différent, qui est vu comme un film d'horreur, c'est Wedding Nightmare. Wedding Nightmare qui est un film d'horreur avec des séquences extrêmement tendues, avec des séquences où on va se cacher avec la protagoniste principale, et où il y a tout cet élément un peu de paranoïa où on voit les personnages se déplacer et il faut qu'on se cache parce qu'il faut pas qu'ils nous voient, mais par contre à partir du moment où l'action commence, on est dans une brutalité certaine, on est dans une certaine mise en scène qui te permet de ne pas t'ennuyer. C'est exactement ça qui inspire The Strangers chapitre 1. On ne doit pas ennuyer les spectateurs, on doit leur proposer une bonne mise en scène et des séquences d'action qui sont pas... En termes de quantité, il n'y en a pas énormément,
mais par contre dès qu'elles arrivent, elles sont tellement jouissives, elles font du bien. Et j'adore ce contraste extrêmement calme, extrêmement peur, jeu d'ambiance, et d'un coup ça part en couille, on est dans de l'action, c'est extrêmement brutal, il y a des coups, il y a une musique d'ambiance, etc. Oui, ça fonctionne, c'est le meilleur des deux mondes. Et ouais, en fait c'est ça qui résume parfaitement ce chapitre 1, c'est le meilleur des deux mondes pour ceux qui sont fans de la saga, parce qu'on reprend le côté ambiance de The Strangers de 2008, et on va le mélanger avec la brutalité et la frénésie de l'action de The Strangers Prey at Night. Les intrus se dissimulent, nos personnages doivent se cacher tandis que les antagonistes se rapprochent dangereusement et progressivement. On est dans une bulle où l'horreur ne partira jamais, à partir du moment où l'une des intrus frappe à la porte pour poser une simple question. Tamara est là? Et cette horreur si particulière, qui est progressive, avec une montée de la tension lente qui enferme progressivement nos personnages, me rappelle encore une fois l'horreur de John Carpenter. John Carpenter était un réalisateur qui faisait exactement la même chose avec Halloween, ou même pour le plus connu de ses films, The Thing. C'est ce qu'on appelle le slow burn, la menace progressive. Alors oui, je sais que The Thing c'est pas son film le plus connu, mais en tout cas c'est le meilleur. Bon, on en était où déjà ? Ah oui, le slow burn, la menace progressive. Le mal observe nos personnages, avant de progressivement les emprisonner, jusqu'à se fondre dans la nuit, et de repartir au petit matin comme si de rien n'était. Une conception qui inspire, vous l'aurez compris, la construction horrifique de ce chapitre 1. Mais à côté de cette ambiance, on retrouve une brutalité inspirée cette fois-ci de films comme The Strangers Prey at Night, ou même des pires pièges de Saw, ou même dernièrement de la brutalité évidente du dernier opus de la saga Evil Dead. C'est la frénésie de l'action, où vous n'avez pas le droit à l'erreur, sinon vous mourrez. Mais ça va tellement vite qu'on a vraiment la pression en tant que spectateur, et on a vraiment une peur certaine pour le destin de nos personnages. Et j'aime ce cinéma horrifique beaucoup plus hollywoodien, plus grand spectacle, cherchant à être jouissif avant tout, et même pas avant tout, juste à être jouissif et c'est tout. En fin de compte, ce chapitre 1, il allie encore une fois le meilleur des deux mondes, parce qu'on reprend le côté un peu voyeurisme, stalker du premier film, mélangé avec l'action et la brutalité de celui qu'on appelle Prey at Night, c'est-à-dire le deuxième film de la saga The Strangers. Le meilleur des deux mondes parce que, en fait, on a tous un rapport différent à la saga, et quand tu demandes le classement des films en termes de préférence à des spectateurs qui les ont tous vus, bah, y a toujours cette espèce d'indigestion, ou du moins cette espèce d'incohérence où on est un peu sur du 50-50. Moi je connais autant de personnes qui aiment le premier film que d'autres qui préfèrent le deuxième film en fait. Donc Prey at Night. Moi par exemple j'ai toujours préféré Prey at Night maintenant que j'ai grandi. Au départ je préférais évidemment le premier film, mais maintenant en grandissant, en les ayant vus plusieurs fois, je trouve que Prey at Night il a une ambiance, une atmosphère qui est unique avec ce côté un peu synthwave, et le côté frénésie de l'action me plaît et me parle beaucoup plus. Mais on peut pas nier que beaucoup de personnes préfèrent le premier film, mais que tu préfères le premier film ou que tu sois au contraire comme moi que tu préfères Prey at Night, dans tous les cas, ce chapitre 1, il réussit à faire un melting pot qui est vraiment bon et qui est vraiment fort, parce qu'on n'a pas la sensation de regarder un film qui est fait pour plaire à tout le monde. On a quand même l'impression de voir un film qui arrive à mélanger les choses de façon très convenable pour construire sa propre identité. Ce chapitre 1, évidemment, il mélange des ingrédients du premier et du deuxième film, mais en même temps il est radicalement différent. Je sais pas comment l'expliquer. Et peut-être que c'est ce que je racontais au début, c'est le fait de l'avoir vu en salle où j'ai le sentiment de redécouvrir la saga, et peut-être qu'il y a aussi cette excitation, cette attente parce qu'on parle d'une grosse sortie, on parle d'une sortie horrifique, et depuis le début d'année c'est vrai qu'on n'a pas eu droit à des films d'horreur assez exceptionnels. C'est vrai que pour le moment l'année horrifique elle est pas dingue. De même que l'environnement du film change complètement la donne. Alors oui, c'est toujours une forme de huis clos, et comme le premier film, c'est un couple enfermé dans une maison en pleine campagne. Mais contrairement à l'original, où l'on ne voyait rien, je suis désolé, hein, j'adore le premier film, mais c'est vrai qu'on voyait pas grand chose. Là, avec ce chapitre 1, il y a un véritable effort effectué sur les décors, et un travail d'ambiance. L'obscurité est toujours présente, mais avec des touches de lumière pour créer un espèce de cocon à cette maisonnette dans les bois, telle une sorte de cabane paradisiaque. Une cabane qui est vraiment romantique, qui fait vacances, et qui progressivement devient un lieu de danger, entre l'éclairage, la forêt, et les séquences se déroulant en dehors de celle-ci. J'ai adoré l'ambiance du film. C'est cohérent avec la saga tout en étant différent, ces espèces de teintes orangées qui contrastent sur le bois et le côté verdoyant de la forêt. Ouais, c'est un petit paradis. Un paradis qui sera évidemment perdu. De même qu'au niveau de la mise en scène,
En dehors des scènes d'action qui sont vraiment très bien filmées, très bien découpées, qui arrivent à avoir un dynamisme tout en ayant une sorte de clarté au niveau de l'action, ce qui est pas facile, surtout dans les films d'horreur, on a un peu cette envie de charcuter dès qu'il y a de l'action pour vraiment convenir au spectateur et toujours avoir les yeux fixés à l'écran. Là il y a une certaine clarté qui s'opère, et c'est surtout en termes d'atmosphère, lors des moments où les personnages doivent se cacher, ou au contraire on voit les intrus qui se dissimulent pendant que les personnages ne les voient pas. Il y a un élément de mise en scène qui m'a marqué et que j'ai trouvé vraiment bon, et c'était pas dans tous les moments mais dans certains passages, c'est que le réalisateur aime bien un peu obstruer notre vision, mettre des éléments du décor devant la caméra pour créer cette espèce d'atmosphère comme si nous-mêmes on se cachait derrière le décor et qu'on ne devait pas être vu. Ce qui fait que ça crée ce côté encore plus immersif parce que on est immergé avec les personnages qui se dissimulent, et en même temps nous-mêmes on est immergé parce qu'on a l'impression d'être caché parce qu'il y a un élément du décor qui obstrue notre vision. Et ça, en termes de mise en scène, c'est très con. Mais pour un film où justement le principe c'est de se cacher ou de ne pas être vu, et où encore il y a ce côté un peu paranoïa justement du fait qu'on nous observe au loin, d'avoir des éléments qui obstruent notre vision, qui cachent comme si ça cachait la caméra, comme si nous-mêmes on était des éléments du décor, ça crée une espèce de cohérence dans la mise en scène, ce qui fait que c'est bien filmé dans les moments d'action, et c'est bien filmé dans les moments où il ne se passe rien, et on essaie de créer une espèce d'atmosphère, d'ambiance, de paranoïa. Et encore une fois, on revient au fait que c'est en salle que l'expérience elle est bonne, parce que est-ce que j'aurais capté ça si j'avais été sur mon téléviseur 4K? Je suis pas sûr. Là, il y avait vraiment des gros plans énormes, j'avais les yeux rivés sur l'écran, et il y avait des éléments du décor de la maison par exemple en bois qui m'obstruaient la vision, j'arrivais pas à voir et j'avais envie de m'avancer. En même temps, je peux pas m'avancer parce que j'ai l'impression que les intrus vont me voir. Je sais pas, j'étais vraiment immergé et je trouve que ça fonctionnait tellement bien. Voilà, il y avait une cohérence dans la mise en scène, et je le dis avec un certain enthousiasme, mais c'est important de le dire parce que on a tellement l'habitude d'avoir des films d'horreur qui sont pas très bien filmés que là d'avoir une cohérence, parce que c'est cohérent avec l'histoire, c'est cohérent avec l'ambiance du film, et c'est cohérent avec la mise en scène. On a 3 types de cohérence pour un film d'horreur. Il y a du travail derrière, c'est pas dingue, c'est pas le film d'horreur de la décennie ou le film d'horreur de l'année, mais il y a quand même une qualité derrière, il y a une recherche. Putain, ça c'est cool quand même. Et c'est à partir de maintenant qu'on va passer à ce que j'appelle les promesses non tenues, parce que c'est vrai que depuis le début de la vidéo, je fais un peu l'éloge du film, mais il y a quand même des défauts, il faut rester objectif. Et le premier défaut qui va, je pense, qui va déplaire à beaucoup de monde, et c'est vrai que ça fait partie de mes déceptions. On nous avait promis que ces 3 nouveaux films, dont le chapitre 1, ils étaient faits, ils étaient créés en tant que préquels pour en quelque sorte, comment je pourrais dire ça, pour... je sais pas, ça serait un peu les origines de la saga des intrus, c'est-à-dire qu'on allait nous expliquer ce qu'étaient les intrus, est-ce qu'ils étaient contrôlés par une secte, est-ce qu'ils servaient un gourou, avec cette inspiration évidente de véritables drames à la Charles Manson, la famille Manson, je sais que vous connaissez ça, c'est un des trucs les plus terrifiants au monde, ou alors est-ce que ces intrus servaient une sorte de démon, le diable, est-ce qu'il y avait du surnaturel derrière, ou au contraire on était dans quelque chose de vraiment rationnel. En fait on nous avait tellement teasé ce genre de promesses, et... le chapitre 1 n'apporte aucune réponse, ou du moins il dissimule des petits indices qu'on peut interpréter, mais je pense qu'on est plus sur de la surinterprétation plutôt que sur des réponses concrètes. Ce qui fait que ce chapitre 1, il paraît comme un démarrage un peu timide. C'est-à-dire qu'il n'apporte pas vraiment de réponse, il dissimule quelques indices à la limite, mais c'est tout. Et du coup j'ai peur un peu de la façon dont il va vieillir, parce que déjà ça fait promesse non tenue, mais c'est surtout que du coup, et ça ce qui nous est un peu teasé à la fin du chapitre 1 parce qu'il y a une scène post-générique, on nous dit que c'est le chapitre 2 et le chapitre 3 qui vont nous apporter des réponses concrètes sur les intrus. Du coup ce chapitre 1, en dehors du fait qu'il ressemble beaucoup au premier film et qu'il ressemble énormément à Prey at Night, et qu'il arrive à faire un melting pot un peu parfait je trouve de tout cela en termes de mise en scène etc. C'est vrai qu'en termes d'histoire, ça va pas pousser aux limites du retranchement de la saga, le concept, et du coup on se retrouve avec un chapitre 1 qui n'apporte pas énormément de choses en termes de narration, et qui n'apporte pas énormément de choses sur la mythologie, et c'est dommage parce que, encore une fois, j'ai peur de comment il va vieillir, parce que si le chapitre 2 et le chapitre 3 vont très loin dans l'histoire, et qu'ils apportent des éléments un peu anodins, un peu différents sur les intrus, sur le pourquoi du comment ils font ça, quelles sont les raisons de ces meurtres sauvages, c'est vrai qu'on se dira que le chapitre 1 il n'apporte rien du tout à l'histoire et qu'on pourra peut-être le passer. Et j'ai ce sentiment là, c'est que peut-être à l'avenir, le chapitre 1, oui il sert d'introduction, mais une introduction tu peux la passer, l'important c'est le développement et surtout la conclusion. Et le développement et la conclusion, ça va nous être donné dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Donc est-ce que dans, par exemple, 10 ans, on va pas se dire « j'ai beaucoup aimé cette trilogie,
mais je vais regarder que le chapitre 2 et le chapitre 3 parce que le chapitre 1 n'apporte rien à l'histoire. Et c'est un peu le cas, il pose des bases importantes, mais je pense qu'on aurait pu se passer de ces bases en termes de mythologie sur les intrus pour aller directement dans le bain, rentrer en profondeur sur la mythologie des intrus. Et il y a ce côté promesse non tenue. Et c'est con d'avoir des attentes de la sorte, mais en même temps je trouve que c'est normal, parce qu'encore une fois l'équipe qui s'est occupée du film, il nous avait dit qu'on aurait des réponses directement, et j'ai pas ressenti ces réponses. Du moins elles ne sont pas assez approfondies. Et en même temps vous allez me dire, est-ce qu'on avait nécessairement besoin des réponses? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer les choses? On l'a bien vu quand des sagas comme Halloween, comme Freddy, comme Vendredi 13 ont commencé à creuser la mythologie et à aller de plus en plus loin. Ils n'ont jamais réussi à trouver le bon équilibre entre quand est-ce qu'on s'arrête et quand est-ce qu'on continue de développer. Ce qui fait qu'à la fin, Halloween 6, ça part de Michael Myers qui est aux commandes d'une secte. Enfin, il n'est pas aux commandes d'une secte, mais au contraire, on a une secte qui commande Michael Myers. Ce qui fait qu'on a Freddy Krueger qui, quant à lui, c'est un démon du rêve qui veut avoir un nouvel enfant dans l'opus 5 pour se réincarner ou je sais pas quoi. Je dis de la merde totalement, mais vous voyez, ça part tellement loin, ça va tellement dans le non-sens complet en termes de mythologie qu'il y a forcément une forme de déception. Vendredi 13 c'est pareil, on commence à avoir du surnaturel à foison, ce qui a un peu dénaturé à mon sens le côté slasher ultime de la saga. Ce qui fait que là on a des bonnes bases qui sont posées avec ce chapitre 1, mais en même temps j'ai peur que le chapitre 2 et le chapitre 3 aillent trop loin et que ça dénature un peu le côté, si particulier, si étrange et ce côté aussi réaliste des intrus. J'ai peur à la fois qu'on n'ait pas assez de réponses parce que ce chapitre 1 n'apporte aucune réponse, et en même temps j'ai peur que ce chapitre 2 et ce chapitre 3 qui arrivent dans les prochains mois et les prochaines années, qu'ils apportent trop de réponses et qu'on n'arrive pas à avoir un équilibre assez subtil. J'avais vraiment espoir que ce chapitre 1 me rassure et qu'il me donne au moins une direction vis-à-vis des intrus et de leur concept et de pourquoi ils font ça. Et de qui ils servent, à quoi ils servent, etc. Vous voyez ce que je veux dire, si c'est un démon, une secte, etc. encore une fois. Sauf que ce chapitre 1 m'a pas du tout rassuré vis-à-vis de l'histoire parce qu'il n'apporte aucune réponse concrète. Et du coup il y a un peu ce côté, les gars, vous nous dites que vous développez une trilogie parce que vous avez une idée vis-à-vis des origines des intrus et du pourquoi, du comment ils font ça. Mais en même temps le chapitre 1 ne développe pas du tout ces idées-là. Du coup à quoi ça sert? Est-ce que vous avez peur de développer l'histoire? Est-ce que vous savez vraiment où vous allez? Et est-ce que c'est peut-être ça, peut-être que je me prends trop la tête et que le chapitre 2 et le chapitre 3 vont nous dire que en fait le chapitre 1 était nécessaire vis-à-vis de la direction de la future histoire. Donc j'espère qu'ils vont réussir, et pour être honnête c'est un pari assez difficile. Et puis même ça pose la question de savoir si ce nouveau film va bien vieillir, parce que si on a un chapitre 2 et un chapitre 3 qui prennent plus de risques et qui bouleversent un peu la mythologie de la saga tout en nous proposant des expériences plus anodines avec un véritable concept, que ce soit plus simplement un couple qui est enfermé dans une maison dans la forêt et que ça soit vraiment différent en termes d'immersion, en termes d'ambiance, en termes d'environnement, etc. Est-ce que le chapitre 1 va bien vieillir et on va se dire est-ce qu'il est vraiment utile, est-ce qu'il le dénote vraiment avec la formule? Donc à la fois je suis excité pour la suite, pour les suites, mais en même temps j'ai un peu peur parce que je me dis que ça se trouve on va se dire que du coup le premier film qui redémarre cette trilogie, il servait pas à grand chose. C'est le risque et c'est tout le pari qu'ils doivent faire, et on espère qu'ils ont vraiment travaillé leur bordel, sinon ils sont pas mal dans la merde. Un autre problème, et pour moi c'est un peu une promesse qui est non tenue au vu de ce qu'on a déjà eu dans les anciens opus, c'est les personnages. Parce que les personnages ils sont attachants, c'est les personnages un peu lambda, on est avec eux, on les aime bien, ils sont mignons, c'est le cliché du beau gosse et de la beau gosse, du beau gosse et de la beau gosse, du beau gosse et de la belle gosse. Voilà, les mecs c'est des mannequins. Mais le problème c'est quoi? C'est que du coup, vu que c'est des mannequins et que c'est vraiment des personnages qui sont un peu, qui représentent les stéréotypes de la beauté, et on perd un côté réaliste. Et ça, ce côté un peu réaliste, on l'a perdu sur certains points. À commencer donc, comme vous l'avez compris, par les acteurs. Les acteurs, c'est vraiment des mannequins, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir des gens lambda qui sont confrontés à des intrus qui tentent de les tuer. C'était ça vraiment le meilleur point du premier film, c'est que oui d'accord on voyait rien et je m'en plains, mais il y avait vraiment ce côté où que ce soit le mec ou la meuf qui composait ce couple, ils avaient des têtes assez lambda, c'était pas des acteurs connus, et du coup on avait une immersion qui était complète parce qu'on avait vraiment l'impression de voir des gens normaux qui sont confrontés à des gens qui tentent de les tuer. Voilà, moi par exemple j'ai une gueule normale, vous qui êtes derrière votre écran, je pense que la majorité d'entre vous on n'a pas des têtes de mannequins, on est des gens normaux, on essaie de se débrouiller comme on peut avec notre sale gueule, et si demain on était confronté à des intrus, on aimerait bien savoir ce qu'il faut faire. Et le premier film nous apportait un peu des réponses, parce qu'on voyait des gens normaux, comme d'ailleurs Prey at Night.
c'était pas des gens qui étaient des summums de beauté, qui répondaient à des critères de beauté, c'était des gens normaux qui tout d'un coup étaient confrontés à une situation extraordinaire où ils étaient en danger de mort. Et même si c'était pas réaliste à tous les niveaux, ça crée quand même ce sentiment d'immersion parce qu'on avait l'impression de voir des gens qui pouvaient vraiment exister dans notre quotidien, qu'on pouvait véritablement voir en allant faire nos courses à Leclerc, à Carrefour, à Lidl, etc. Vous avez compris. Là, on a des canons de beauté, là on a des gens, on sent que c'est pas des gens normaux, on sent que ce sont des acteurs et donc on perd ce côté immersif. En plus, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent, je sais plus si c'est le mec ou la meuf qui joue dans une série connue comme Riverdale ou toutes ces conneries là, je respecte mais je sais plus du tout, mais en tout cas, ou 30 Ways on Why, un truc comme ça, j'ai jamais regardé ce genre de série, mais je crois que c'est un acteur ou une actrice qui est connue. Enfin bref, ce sont des personnes qu'on connaît et qui répondent à des critères de beauté, qui pourraient faire des pubs sur Instagram, qui te niquent ton feed, vous avez très bien compris où je veux en venir. Et l'autre côté où on perd du réalisme, c'est pas seulement sur les acteurs, c'est sur l'ambiance, parce que l'ambiance du film est incroyable, et je vais d'ailleurs en parler. J'adore ce côté où on a ces touches de lumière, où tout est parfaitement éclairé. Mais le premier film, je m'en suis plaint, et c'est un peu mon paradoxe à moi de ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on ne voyait absolument rien. Mais quand il fait nuit, tu peux regarder derrière ton Velux, quand il fait nuit, tu ne vois absolument rien. La nuit, elle est complète, il n'y a plus de lampadaire parce qu'on est en mode économie d'énergie. Mais là, malgré le travail d'ambiance, dans ce chapitre 1, il y a toujours des sources d'éclairage et on sent que ça fait pas éclairage, en fait ça fait éclairage qui est trop contrôlé. Mais avoir un éclairage et des effets de lumière qui sont trop contrôlés, bah on perd en réalisme. Et je pense que l'une des choses qui était vraiment, et qui faisait défaut après At Night, c'est que c'était pareil, on voyait absolument tout était vraiment orchestré au niveau de la lumière, il y avait toujours ce travail d'ambiance qui ne faisait pas du tout réaliste. Mais quand on te vend un film qui commence par le fait que c'est une histoire vraie, que ce que vous allez voir est inspiré de faits réels, et que tout d'un coup tu as ces effets de lumière où tu sens que tout a été un peu réfléchi en amont, où tu sens que tout est contrôlé et que ça fait pas du tout réaliste, en plus des acteurs qui ne font pas du tout réaliste, bah on perd en immersion de ce côté-là. J'étais immergé en termes de sensations, j'ai été immergé en termes de frénésie de l'action, etc. Mais c'est vrai qu'à certains moments, en fait, j'étais en train de réfléchir, je me disais, ouais mais je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est qu'un film que je regarde parce que ces acteurs-là sont trop beaux pour être vrais, que la lumière est trop belle pour être vraie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y avait ce sentiment où tout est un peu contrôlé et on perdait un peu en réalisme. Ce qui est cool parce que je regarde un film, j'ai pas besoin non plus d'avoir tout le temps la sensation que je regarde quelque chose qui pourrait vraiment se passer ou quelque chose qui est vraiment authentique. Mais tous les anciens opus de la saga, à l'exception de Prey at Night, mais en tout cas le premier film, ce qui faisait vraiment sa saveur et sa particularité, c'est qu'on avait tout le temps cette sensation que ça pouvait vraiment se produire, qu'il y avait pas vraiment quelque chose qui dénotait ou on avait l'impression de regarder quelque chose qui n'était pas réaliste. Et encore une fois, quand on te vend une histoire qui est vraie, qui est inspirée de faits réels, bah t'as toujours envie d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de la réalité, et pour se rapprocher de la réalité, ça passe par les acteurs, ça passe par la gestion de la lumière, et ce genre de choses. En plus, évidemment, du réalisme, du fait que quand un personnage se fait poignarder, bah évidemment, s'il se fait poignarder le cœur, il meurt, et puis c'est tout, tu vois. Il y a le réalisme de l'action, le réalisme des scènes, et de l'impact et de l'importance des scènes, et de la façon dont elles vont se conclure, mais il y a aussi des choses un peu plus anodines dont on se rend pas compte, mais qui sont très importantes, comme la lumière, le choix des acteurs, etc. Ce nouvel opus est ce que j'appelle un redémarrage un peu timide, qui ne prend aucun risque, pour être sûr de satisfaire les fans de la franchise. Et ça pourrait être décevant, mais on sent que l'objectif, c'est un peu de poser des bases convenables avant de prendre beaucoup plus de risques, vous l'aurez compris, dans le chapitre 2 et le chapitre 3. En fait c'est simple, les prochains films qui vont sortir, soit ils vont servir à rendre encore plus cohérent et à nous faire prendre conscience de l'importance de ce chapitre 1, soit ça va être totalement l'inverse et on va se rendre compte que ce chapitre 1 n'était pas forcément très utile et que ils ont voulu faire une trilogie pour faire une trilogie alors qu'ils auraient pu un peu tout condenser en 2 films. Mais je pense que ce premier chapitre prendra de l'ampleur, si justement les suites réussissent à répondre aux mystères qui règnent autour des intrus. C'est à la fois sa force et sa faiblesse, car tant qu'on n'aura pas les prochains chapitres, ce premier film paraîtra comme une introduction un peu timide, juste convenable, qui fait parfois même réédite avec les opus précédents. Un mélange entre l'original et Prey at Night, et c'est un peu tout. Et moi, vous l'avez compris, ça me convient parce que je suis content de retrouver les intrus et que je n'avais pas des exigences si élevées que cela, mais il y aura forcément des déçus, et honnêtement pour certains, attendre la sortie sur certaines plateformes de streaming pour pas avoir déboursé un petit billet dans nos salles de cinéma, ça pourrait parfaitement vous convenir. Parce que contrairement à Prey at Night, qui était clairement une expérience radicalement différente de l'original, quitte à parfois déplaire, mais au moins ça apporte une proposition qui est inédite, et bien ici, on est quand même en terrain connu.
Mais j'ai du mal à gâcher mon plaisir parce que, avec toutes les expériences horrifiques qu'on a eues depuis le début de l'année, où il y a eu beaucoup plus de déceptions que de moments où on était content, bah c'est vrai que d'avoir encore une fois un film d'horreur d'une franchise, qui n'est pas un film d'horreur complexe, qui n'est pas un film d'horreur extrêmement malsain qui va te rebuter, mais qui au contraire est une expérience assez grand public, qui peut convenir un peu à tous les prismes de l'horreur, que vous aimiez les films à ambiance, que vous aimez les films un peu plus avec de l'action, ou que vous aimez tout simplement le genre que représente le slasher, ce film-là va convenir à peu près à tous les profils et à tous les spectateurs. Mais, moi de mon côté, il a totalement réussi son objectif, c'est de me faire passer un très bon moment, et à me faire replonger dans une saga qui m'a toujours fasciné et qui me fascine encore aujourd'hui, parce que j'ai replongé dans les derniers films, j'ai recommencé à regarder des capsules vidéo de certaines scènes sur YouTube, je me suis replongé dans la saga, j'ai envie d'acheter des Blu-ray de la saga pour les avoir dans ma collection, parce que ce chapitre 1 était vraiment bon. Ce chapitre 1 représente l'un des meilleurs films d'horreur de l'année, en tout cas de mon côté, et encore une fois je parle de films d'horreur gros public, grand public, quelque chose qui... On parle pas de films d'horreur complexes. Tu vois, quand j'ai vu tous les films de la Blumhouse, et on a fait une vidéo là-dessus, quand je vois un film comme l'Imaginary qui est absolument dégueulasse, et que le lendemain je vais voir The Stranger chapitre 1, je me dis qu'il y a un bond et un pas de géant qui a été fait. C'est pas parfait, d'accord, mais il y a une âme. En fait, il faut que les films d'horreur possèdent une âme. On parle du genre qui devrait être le plus simple pour avoir une liberté artistique, parce que c'est un genre où vraiment tu n'as pas à te faire chier de savoir si tu vas être interdit au moins de 12 ans, ou au moins de 16 ans, au moins de 18 ans, etc. C'est un genre où il n'y a pas de limite, parce que le genre que représentent les films d'horreur, c'est déjà un genre qui est limité, parce que tu as une limite d'âge, parce que tu as plein de spectateurs qui aiment pas la violence, qui aiment pas le gore, qui aiment pas être déroutés. Mais justement, les films d'horreur, ça doit être ce genre d'expérience qui change du lot. C'est là où tu dois avoir une liberté artistique, c'est là où tu dois avoir des propositions qui dénotent, avec tous les films blockbusters dont on a l'habitude, avec toutes les expériences de comédie, de films d'action, ou même tout simplement de drame. Là on va être dans un drame, mais un drame où il y a de l'horreur, où il y a vraiment la peur, quelque chose qui... T'as pas envie que ça t'arrive. Et comment tu vas réagir si ça t'arrivait? Bah t'en sais rien, c'est pour ça que ces films ces films d'horreur servent à t'imaginer, ou du moins à te projeter si ce genre de situation arrivait, et du coup ça te fait peur, ça fait travailler ton imaginaire. Un film d'horreur doit être déroutant, et doit posséder une liberté artistique. Et même si... Évidemment, on sent qu'il y a quand même le contrôle du studio, on va pas aller extrêmement loin, ça va pas être extrêmement gore, ça va pas être non plus extrêmement déroutant, on reste encore une fois dans un film d'horreur assez grand public. Mais ce film d'horreur qui s'appelle The Strangers chapitre 1, il possède une âme. Il possède vraiment quelque chose. Peut-être c'est parce qu'on a eu des expériences horrifiques depuis le début d'année qui étaient pas folles et qu'on a une année qui est pour le moment pas dingue, mais j'ai espoir en fin d'année avec la sortie notamment de Terrifier 3 que je vois personnellement comme un messie certain. Bah c'est vrai que, évidemment d'avoir The Stranger chapitre 1 qui arrive avec cette proposition et qui possède un minima, un véritable travail et une véritable ambition et cette envie de bien faire, on sent cette envie de bien faire et aussi d'être pour le moment respectueux des spectateurs et de ceux qui aiment la saga depuis le début. Bah je sais pas, mais il se passe quelque chose. Alors évidemment il y a aussi cette question que je me pose depuis le tout début de la vidéo, est-ce que je suis pas un peu biaisé parce que bah il n'y a pas eu beaucoup de films d'horreur qui m'ont plu depuis le début de l'année et que je me force peut-être à l'aimer un peu plus que les autres. Est-ce que je suis pas biaisé parce que c'est la première fois que je découvre un opus de la franchise en salle et que du coup j'ai ce rapport un peu comme Halloween, tu vois, quand j'ai été voir Halloween 2018, j'ai pas vu forcément les défauts dès le début parce que bah je redécouvrais un opus de la saga Halloween en salle et du coup il y avait ce rapport un peu nostalgique, je me disais putain je vois Halloween en salle, c'était juste complètement dingue. Et pour moi, même Saw 10 par exemple qui est sorti, c'est vrai que pour moi d'avoir un opus de Saw en salle qui revient, je pensais pas revivre ça un jour dans ma vie, du coup j'étais pas du tout objectif. Alors peut-être que c'est un peu le cas avec notre film du jour The Strangers chapitre 1, peut-être que je suis pas objectif parce que j'ai vu l'expérience en salle et que j'ai toujours rêvé de savoir ce que ça allait être, les sensations du premier film, mais cette fois-ci enfermé dans une salle de cinéma. J'ai eu de la chance aussi d'avoir une séance de cinéma qui s'est super bien passée avec des gens qui étaient vraiment respectueux, avec un public qui jouait, qui sursautait. Je sais pas, peut-être que je suis pas du tout objectif, et je pense que c'est dans les mois et les semaines à venir où on va avoir vraiment des réponses, à savoir comment va vieillir ce chapitre 1 avec la sortie du chapitre 2 et du chapitre 3, et aussi comment il va vieillir en simplement le revisionnant, mais cette fois-ci en n'étant pas en salle, mais en étant sur nos téléviseurs. Comment ça va se passer? En fait, je suis content, parce qu'au moins il nous fait réfléchir, il nous fait prendre conscience qu'on a quand même de la chance d'être fan de ce genre parce qu'on a quand même des sorties majeures qui arrivent. Et après une année aussi calme, d'avoir cette proposition là, je trouve que c'est vraiment cool. Je vous incite à aller le voir, qu'importe que vous préférez le premier film ou que vous préférez Prey at Night,
Dans tous les cas, je pense qu'il va correspondre à vos attentes. Vous aurez certainement une légère déception si vous aimez vraiment le réalisme vis-à-vis des personnages et de l'ambiance, ou si vous vous attendiez en termes d'histoire à un véritable rebondissement, c'est-à-dire à vraiment une histoire qui parle et qui explique les choses des origines vis-à-vis de ces intrus. Et d'ailleurs, en parlant des intrus, mais ils sont toujours aussi charismatiques, j'adore leur nouveau design, leur masque, etc., leur expression. D'ailleurs, ils sont un peu plus expressifs que d'habitude et ça change aussi. On a une petite nouveauté vis-à-vis de ça, on les voit se faire des câlins. Enfin, il y a quelque chose où on comprend certaines choses sans que forcément on nous explique en préamont. Mais on sait très bien dans quelle direction ça va partir. Donc peut-être que c'est des réponses qu'ils nous apportent et que je m'attendais à un peu plus de concret. Et en fait, c'est aussi pour cela à quoi elle sert cette vidéo. Elle sert aussi à avoir vos retours, à savoir ce que vous en avez pensé, à savoir quelles sont vos attentes avant d'aller en salle. Et puis une fois que vous l'avez vu, est-ce que ça a répondu à vos attentes et est-ce que vous êtes content ou est-ce qu'au contraire pour vous c'est une forme de déception? Et surtout depuis le début de l'année, mais qu'est-ce que vous pensez du genre horrifique en salle? Est-ce que pour vous ça valait la peine de payer des places de cinéma pour aller voir certains films? On parle beaucoup de la Blumhouse, mais il n'y a pas seulement de la Blumhouse, il y a aussi tout un tas d'autres films qui sont sortis comme Immaculée, comme The First Omen aussi qui était sorti, qui a quand même fait pas mal de bruit. On a quand même des expériences assez anodines qui arrivent à vraiment proposer des choses où c'est pas extraordinaire, c'est pas la révolution du siècle, mais c'est très bien. Et je pense que The Strangers chapitre 1, c'est très bien. C'est très bien, c'est largement suffisant, ça a même dépassé mes attentes. Mais j'ai envie de savoir aussi vos opinions parce que votre opinion, il est plus important que la moyenne parce que vous êtes de vrais connaisseurs, vous aimez le genre. Et que c'est important d'écouter des personnes comme vous qui avez des véritables opinions qui sont très légitimes parce que vous avez une véritable connaissance et une véritable culture de l'horreur. Donc la meilleure des conclusions que je peux faire par rapport à ce chapitre 1, c'est que j'ai hâte de voir le chapitre 2 et le chapitre 3 parce que j'ai le sentiment que ça va pousser vraiment le concept aux limites de son retranchement, aux limites de ses retranchements, pardon. Un redémarrage un peu timide, on va pas non plus trop loin pour être sûr de poser les bonnes bases, mais on laisse quelques indices pour que la suite aille beaucoup plus loin et que là, cette fois-ci, on va apporter des réponses et on va proposer des concepts un peu plus originaux. Mais par rapport à ce qu'il propose là, ce chapitre 1, c'est largement convenable, c'est plus qu'en convenable même. Si je devais mettre une note, je mettrais un bon 16 sur 20 par exemple, tu vois, c'est très bien, c'est largement suffisant. Et puis je sais pas, mais même le fait qu'on ait une trilogie qui va arriver rapidement, parce qu'apparemment le chapitre 2 il sort en fin d'année, et on aura le chapitre 3 en début d'année 2025, pardon, je commence un peu à avoir mal à la langue, ça me rappelle une trilogie qui était sortie sur Netflix et qui avait fait pas mal de bruit que j'avais beaucoup aimé. C'était pas extraordinaire mais ça passait largement, c'était la trilogie Fear Street. Fear Street, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'attentes, chaque film avait une véritable proposition qui était différente, c'était pas extraordinaire mais c'était très bon. Et en fait, je veux que cette trilogie de The Strangers, ça soit exactement comme Fear Street, quelque chose dont on se rappelle, quelque chose qui nous laisse un bon souvenir, pas plus, pas moins. On n'a pas besoin d'attendre une révolution à chaque fois. Et s'ils partent de ce même principe, bah ça va être extraordinaire, ça va être un rendez-vous assez immanquable et ça va être très important pour la culture de l'horreur. Et bah écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la propagande de YouTube. Surtout j'espère que j'ai été clair. C'était une vidéo critique où je me suis un peu éparpillé, j'avais pas vraiment de plan. Là je me suis un peu éparpillé dans tous les sens, j'ai dit des trucs un peu qui avaient pas vraiment de sens les uns avec les autres. Donc j'espère que vous avez compris vraiment le fond de ma pensée. Si c'est pas le cas, vous avez le droit de m'engueuler, vous avez le droit de m'enculer. Je vais finir cette vidéo tout de suite parce que là on commence à déborder. Bref, c'était Romain, je vous fais de gros bisous, à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir, et c'est tout ce que je vous souhaite parce que vous méritez le bonheur, mes fans de films d'horreur. Et puis on se retrouve bientôt, c'est promis. Mouah, ciao bene les amis.